Régénération Caraïbes, le podcast. Régénération. Écoute. Bonjour, bienvenue sur Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Je suis Bertrand Viret, fondateur du bureau d'études en environnement Filao Ingénieur Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler de permaculture, nous allons parler de notre rapport à la nature, nous allons parler de préservation des milieux avec une invitée spéciale, Fiona Roche. Bonjour Fiona. Bonjour Bertrand. Fiona qui a fondé l'association Résilience 971 il y a quelques années et un bureau de conseil, en cabinet de conseil en écologie et environnement, Ferme à part. Exactement. Alors, je suis très content que tu sois venu dans l'émission. Merci de m'avoir invité. On te voit de plus en plus un peu partout, que ce soit dans les événements environnementaux ou à la télé, etc. Ça veut dire que tu fais beaucoup de choses sur place, positives. Tant que c'est positif, ça me va. Est-ce qu'on pourrait commencer est-ce que tu peux nous présenter justement ces deux choses que tu fais, donc l'association déjà, pour commencer ? Ok, pas de souci. Donc Résilience 971, c'est une association qui existe maintenant depuis près de 4 ans. Donc en novembre 2019, elle a été déclarée. Et c'est une association qui a plusieurs missions. Donc premièrement, c'est de sensibiliser le grand public et protéger l'environnement, la nature, la biodiversité. Et aussi accompagner, expérimenter tout ce qui va être un mode de vie, je dirais, plus respectueux de la nature du vivant. Et ça passe par différentes actions. On développe un écolieu où on pratique, on a déjà des jardins partagés, où on pratique différentes techniques comme la permaculture, l'agroécologie, le jardin créole, etc. Et on fait, je dirais, pas mal d'ateliers, formations sur ces différents sujets pour que tous les Guadeloupéens sachent que c'est possible, voilà, de développer leur autonomie alimentaire, énergétique et de vivre de façon à consommer peut-être plus sobrement et de façon moins impactante sur la biodiversité et la nature qui nous entoure. Ouais. Ça intéresse beaucoup aussi aux éco-constructions, mais je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler tout à l'heure. Ouais, complètement. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de fonder cette association ? C'était quoi le déclic J'ai un peu le sentiment que cette association, c'est le prolongement de tout mon parcours de vie, tant personnel que professionnel. Surtout l'association, le siège, on l'a créé dans le quartier où j'ai grandi, au LE, à Sainte-Anne. Ouais. Depuis toute petite, j'ai envie de protéger la nature, mais en ayant la chance de grandir en Guadeloupe, à 5 minutes de la mer, toujours émerveillée devant la nature, les plantes, les oiseaux, etc. Donc j'en ai fait mon métier après des études en écologie, une prépa bio, un master en écologie marine. J'ai eu l'occasion de travailler dans différents domaines qui vont de la recherche des projets sur tout ce qui était herbiers, coraux en Asie du Sud-Est, en Australie. Puis rentrer en Guadeloupe, travailler dans le milieu des espaces naturels protégés, donc réserve de petite air avec l'Office national des forêts. Faire également ça, devenir conservatrice d'une réserve naturelle à Mayotte. Puis après, travailler pour une ONG de conservation de la nature sur des thématiques de renforcement de compétences de petites associations et de protection de la biodiversité. Donc, enfin voilà. La question, c'était comment j'en suis arrivée là. C'est vraiment le prolongement de mon parcours professionnel et aussi personnel, puisque voilà, la résilience, c'est la capacité, autant pour l'humain, à aller au-delà de certains traumas et rebondir et faire des choses positives, constructives, que de la nature à se régénérer après une pollution, après un cyclone, une perturbation. Et quand on a la chance d'être en Guadeloupe, où on a une biodiversité incroyable, où on a vraiment, comme je dis, on peut être un laboratoire à ciel ouvert de la préservation de ces écosystèmes-là et de développer notre autonomie alimentaire, énergétique. Donc voilà, c'était le prolongement de moi et je voulais transmettre. D'accord. Voilà. Et t'es revenu en Guadeloupe
pour faire cette association où tu es revenu et tu t'es dit c'est la meilleure chose que je pourrais faire? Ouais, en fait, avant de rentrer en Guadeloupe, j'habitais pendant 4 ans à Mayotte. Mhm. Alors, il faut savoir que, évidemment, je suis partie quand j'ai quitté la Guadeloupe pendant mes études. L'idée pour moi, c'était de me former, d'augmenter mes compétences et puis un jour de revenir chez moi. Quand j'ai quitté Mayotte, alors que le climat social était un peu compliqué, je m'étais dit à la base que j'allais faire un tour du monde. Et j'avais pas forcément prévu de rentrer tout de suite en Guadeloupe. Sauf que voilà, bon, après une transatlantique, je suis rentrée en Guadeloupe et en fait, j'ai plus eu envie de partir. Je me suis dit, c'est le bon moment. Ah ouais. C'est le moment de faire ma part, de rendre à mon territoire mes compétences et de faire ce pourquoi je suis là, quoi. C'est drôle, c'est quelque chose que j'entends souvent et c'est quelque chose que j'ai moi-même ressenti alors que je ne suis pas de l'île, hein, mais j'ai été comme adopté, on va dire, sur cette île et qu'il y a tellement de beauté et une belle vibration qui est ici. Moi, ça m'a fait cet effet personnel de me dire qu'est-ce que je peux faire pour rendre au pays tout ce qui me donne déjà d'entrée de jeu. Et j'entends souvent ce que tu viens de dire là, des Guadeloupéens, Guadeloupéennes qui sont partis et qui sont revenus genre en mode de passage, en se disant ouais, je reviens mais je vais repartir. Et en fait non, c'est à un moment donné, c'est la bonne et ils se disent c'est le moment. Ouais, c'est le moment, ouais. Et du coup, toi, t'as été touché, tu t'es dit c'est le moment de passer à l'action. Ici. De continuer en tout cas. De continuer, ouais, c'est ça. Et alors, justement, tout ce parcours international, tout ce que tu as pu voir d'ailleurs sur d'autres îles, parce que Mayotte, il doit y avoir pas mal de similarités avec la Guadeloupe, même si en termes de développement, c'est... il y a peut-être moins de pression sur les milieux, justement Il y a quand même pas mal de pression sur les milieux à Mayotte. Après, juste sur le côté nature, le milieu marin est beaucoup plus développé, enfin pas développé, mais... Ils ont une double barrière de corail avec une vingtaine d'animaux marins, de cétacés. Ils ont vraiment, au niveau milieu marin, c'est assez exceptionnel. Après, au niveau de la flore, la botanique, en Guadeloupe, même dans la Caraïbe et mondialement, on est quand même bien placé. Même dans le reste de la Caraïbe ? Il me semble que oui, dans le reste de la Caraïbe. Et surtout, je vais te donner les chiffres que je connais, mais par rapport au national... Les fameux 80% de biodiversité qui sont sous nos territoires. Alors, département d'outre-mer et collectivités. Et une faune exceptionnelle. Je crois qu'on a 3800 espèces végétales, 625 plantes médicinales. Beaucoup de choses qui sont comestibles. Beaucoup de choses aussi qui sont endémiques, indigènes, qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et du coup, notre responsabilité est plus grande. C'est-à-dire que si on perd certaines espèces ici, elles disparaissent de la planète, par exemple. Exact. Et voilà, quand on sait tout ce que la nature nous apporte, que ce soit notre bien-être, que ce soit rien que le fait de respirer, c'est parce que tu as des plantes qui vont transformer notre déchet, le CO2, en oxygène. Moi, je trouve ça fabuleux. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et ça m'amène à cette notion, en fait. Donc, toi, Résilience 971, la permaculture est au centre aussi de cette association. Tout à fait. Et la permaculture, c'est c'est quoi Allez, c'est ça, la permaculture. Non, vas-y, qu'est-ce que c'est? Alors, beaucoup de gens pensent que faire de la permaculture, c'est juste jardiner de façon écologique, mais c'est plus large que ça. À la fois, c'est, je dirais, une philosophie de vie, un art de vivre qui est basé sur des éthiques... prendre soin de l'homme, de la nature, partager équitablement les ressources, mais c'est aussi surtout une méthode de conception d'habitat humain et nourricier, de sorte à ce qu'il soit durable, résilient, autonome, visant l'efficacité énergétique, et tout cela en copiant le fonctionnement de la nature. Donc c'est sûr que la thématique agricole, c'est l'un des 7 pétales de la permaculture, mais ça s'applique aussi à l'éco-construction, à la gouvernance, à l'économie, à l'éducation, au bien-être, etc. etc. Ouais, voilà. C'est complet. Et est-ce que le fait de se mettre comme ça... En fait, ce que je pense avec la permaculture, c'est que j'ai l'impression que ça fait partie de ces choses que quand tu les pratiques, tu commences à changer ta perception par rapport à la vie complète dans sa globalité. Et notamment ton rapport à la consommation, ton rapport à l'environnement.
Toi qui la pratiques, on va dire, et qui amène des gens dans cette pratique, est-ce que c'est quelque chose que tu as observé chez toi ou chez les autres? Alors, c'est rigolo, c'est un peu comme la poule, l'œuf. Ouais. Je dirais que c'est peut-être ma vision du monde et ma sensibilité à la nature qui fait que je m'intéresse aussi à la permaculture, pas que. Ouais. Et en même temps, la permaculture m'apporte des enrichissements qui font qu'il y a peut-être certaines choses que je fais aussi différemment. C'est pas non plus une secte, hein. Quand tu me dis j'amène les gens dans la permaculture, c'est sûr. il y en a qui disent mais c'est le jardin créole, mais c'est la même chose. Alors, je dirais que c'est pas au même niveau de comparaison. Le jardin créole, pour moi, c'est je sais pas si on peut dire une invention exceptionnelle, fabuleuse de nos ancêtres. Ça fait partie de notre patrimoine culturel, etc. Qui est aussi beaucoup basé sur l'observation de la nature. Mais à l'époque, c'est vrai que les choses fonctionnaient, mais sans forcément qu'il y ait une science qui expliquait toutes ces choses. Et pour moi, la permaculture, ça peut englober aussi des pratiques comme le jardin créole. Et ça intègre à la fois des connaissances contemporaines, donc de nos jours, mais aussi des savoirs ancestraux, indigènes, etc. Et il n'y a pas forcément nécessité qu'il y ait une scission entre les deux. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est surtout de prendre le bon où il est et de faire un mélange de plein de choses, mais pas dire il faut que tu fasses de la permaculture ou c'est ça la solution. Mais c'est vrai que j'essaye d'intégrer au plus que possible dans ma pratique quotidienne certaines choses. Après, je suis pas là non plus pour suivre à la lettre. C'est pas un dogme, c'est pas... Non, c'est sûr, c'est sûr. Tu sens un intérêt localement? Ouais. D'ordre général, je dirais pas forcément uniquement sur la permaculture, mais le retour à l'essentiel, le retour à la terre, ici bateau là, pas qu'à rentrer, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc comme je le disais, 80% de la richesse, la biodiversité se trouve dans les Outre-mer, et pourtant, paradoxalement, 80% de ce qu'on consomme en Guadeloupe provient de l'extérieur. C'est dingue. C'est fou. Alors qu'on a des plantes médicinales qui peuvent nous nourrir, qui peuvent nous soigner, qui peuvent nous habiller. Donc, l'idée, c'est pas non plus de déposséder l'environnement, la nature de toute sa faune et de toute sa flore, mais de le faire, comme je disais, de façon respectueuse de ce qu'on a autour de nous, de façon durable, mais même en allant un peu plus loin, de pouvoir continuer à vivre bien, sobrement, mais en régénérant à la fois notre économie, notre système social, nos sols, nos microclimats, etc. Et l'agroforesterie syntropique, c'est aussi quelque chose que ce soit ça ou la permaculture, que je trouve intéressant en ce sens. Être capable de nourrir les hommes et de lutter contre le dérèglement climatique et de limiter notre impact. Parce qu'on fonce dans le mur, il ne faut pas se le cacher. Et il y en a beaucoup qui se voient la face encore aujourd'hui. Ceux qui s'en sortiront le mieux, ce sont ceux qui auront anticipé le plus, je dirais. Ouais, complètement. Ouais. C'est vrai qu'on est dans l'anticipation, mais on est aussi en même temps presque dans l'urgence. Oui, clairement. Et donc, tu penses qu'il y a vraiment moyen de vivre de cette façon-là, de manière, on va dire, alternative, localement. Parce que je me dis, si on veut être capable de le vivre, justement, si les bateaux n'arrivent plus et une fin du monde qui pourrait approcher... c'est même pas la fin du monde, c'est la fin de l'humanité, je dirais. De notre système, on va dire. Le monde s'en remettra. Oui, la Terre va continuer de tourner, sauf si... sauf si. Mais concrètement, il y a moyen de le vivre sur place, c'est-à-dire à petite échelle. Tu te nourris essentiellement localement. On ne peut pas s'habiller localement encore. Alors, c'est vrai que nos produits sont souvent importés. Mais avant ils faisaient du coton à la Désirade, tu sais. Il y avait plein de cotonniers, ils faisaient des matelas, des oreillers, des machins. Même ce qu'on appelle capoc ou fromager, on peut l'utiliser aussi pour faire des... Puisque c'est de la ouate, c'est du coton, en fait. Ah ouais, d'accord. Je ne savais pas. En fait, tu as dit un mot intéressant et intriguant, tu as dit alternatif. Mais
est-ce que c'est faire l'opposé de la surconsommation ou consommer moins ou de façon plus sobre? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'alternatif ou c'est pas tout simplement revenir à des choses d'antan longtemps, des choses d'avant où, je sais pas, les gens, ils fabriquaient des maisons, peut-être, je sais pas si en Guadeloupe on le faisait, mais en torchis, où ils basaient peut-être tout leur mode de vie sur le soleil, la lune, par où passe le vent, et ce sont des choses, au final, logiques quand on y pense, quand on prend le temps d'observer comment fonctionne un espace. Tu vas pas aller mettre des remblais, retirer une mangrove et après te plaindre quand il pleut 2 heures que tu es inondé. Mais parce que tu as mis du béton, réfléchis. Ouais. C'est juste un exemple, mais si on s'y met tous, on peut très bien imaginer que... Le souci, selon moi, c'est vraiment la mondialisation et le fait qu'on nous fasse un peu, je dirais, du lavage de cerveau sur le fait qu'on ait besoin de matériel, qu'on ait besoin du téléphone, dernier cri, alors qu'il fonctionne encore. On fonctionne de façon linéaire. Et en revenir à la nature ou à la permaculture, peu importe, on fonctionne plutôt de façon cyclique. Tu vois, que ce soit économie circulaire ou la forêt qui fait tomber les feuilles, qui recycle la matière et qui permet de grandir, de pousser après. Essayons de fonctionner un peu plus comme ça. Et puis, peut-être fonctionnons plus par complémentarité. Toi, tu sais faire telle chose, moi, je sais faire telle chose. On partage les connaissances, on partage les savoirs, on fait du troc. On essaie de bâtir une société, une communauté qui fonctionne sur le collectif. Le problème, c'est qu'on pense qu'à son nombril, on pense à soi, on pense à la thune qu'on va faire, on pense à la grosse bagnole qu'on ramène à la maison, même si le frigo est vide et qu'on n'a pas l'assurance pour la payer. On est trop dans le paraître et pas suffisamment dans l'être. Ouais. Tu vois ? Et selon moi. Ouais, non, mais c'est une vraie réflexion. Quelle est la solution? Parce qu'en fait, on est aussi très sollicité, et si tu regardes les jeunes générations, et c'est pour ça que ce que tu fais, pour moi, c'est super pertinent, parce que le fait de le vivre, d'être en contact avec la nature, on le voit, quand tu emmènes des enfants en nature, un week-end complet, mais bivouac, en mode, voilà, on va chercher de l'eau, la rivière, on fait bouillir, machin, etc. Il y a un changement d'état qui s'opère, et il y a un changement de rapport au monde extérieur qui s'opère. Et je pense que c'est essentiel, parce qu'on aura beau dire toutes les théories qu'on veut, même là, on fait un podcast, c'est encore mental, les gens le regardent sur un téléphone, mais peut-être que ça va semer des petites graines, mais de le vivre concrètement, de ressentir l'expérience des feuilles, de les comparer, de manger, de... Marcher pieds nus, exactement. Rien que ça. Rien que ça, c'est vrai que ça fait circuler un autre type d'énergie, et au final, c'est une vraie source d'énergie. Contrairement à des activités, on va dire, modernes, de regarder un feed sur son téléphone ou quoi, qui au final, au bout de 2 heures, si tu compares ton état énergétique, il n'y a pas de rapport. T'es épuisé. Ouais, t'es épuisé, t'es fatigué, et t'as juste envie de dormir. Ouais. Donc, vivre ces choses-là, c'est essentiel. Là, tu vois, ce week-end, on a fait une formation de 3 jours en permaculture avec un petit groupe de 10 personnes. Et donc, qui intégrait à la fois des partages théoriques, des partages pratiques, où ils ont fait des bouturages, ils ont préparé le sol, et juste l'énergie du collectif, ce que tout le monde a vécu aussi d'un point de vue émotionnel et partage. Ça te montre aussi le pouvoir de l'humain, c'est-à-dire on peut être autant destructeur qu'on peut être constructeur, et encore une fois, être dans le collectif, travailler ensemble, aller dans une même direction, et je pense qu'il ne faut pas qu'on sous-estime ça, et je pense qu'il faut qu'on se rappelle aussi qu'on est des mammifères, quoi. Comme on disait tout à l'heure, tu marches pieds nus dans l'herbe, tu te reconnectes à tes sensations, tu te reconnectes à, je sais pas, peut-être tous tes ancêtres, ou à l'univers. Nous, on est cyclique. Notre cycle, les femmes, le cycle des femmes, ça dure 29 jours. La lune aussi, c'est le même cycle, tu vois. Donc, quand on arrête d'être sur son téléphone, son ordi, sa bagnole, enfin peu importe,
on refusionne, on se rappelle peut-être de au final, notre condition première. Et c'est vrai qu'on se sent mieux. Rien que de jardiner, mettre les mains dans la terre, tu as des bactéries dans le sol qui vont te libérer des hormones de bien-être. Ah ouais. Ouais. Je sais pas. Je pense que prendre le temps de ralentir, d'observer, peut-être de retravailler sur nos relations sociales aussi. Tu vois, avant, les enfants, ils étaient élevés par un village, par la communauté. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Et il y a beaucoup de choses qui sont liées. Et voilà, n'oublions pas la force de l'humain. On est fort, comme je disais, pour faire des mauvaises choses. On peut être aussi fort pour faire de très belles choses. Et voilà, travaillons ensemble. Mais une chose, effectivement, une chose est certaine et qu'on oublie, c'est que on vient de la terre. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire, même un téléphone, vient de la terre. Et on l'oublie complètement. Parce qu'on est souvent justement sur du goudron, avec des chaussures. Et ce rapport-là devrait être au centre, je pense, de toutes les démarches écologiques. C'est-à-dire que même les décideurs... Les fameux. Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes intentions, mais après, quand ton mode de vie est trop déconnecté justement de tout ça, mais moi je le vois, je dis les autres, mais moi c'est pareil. On n'est pas parfait. Même... On a plein on est pris dans des rythmes, on a plein de trucs à faire, on en a des fichiers Excel avec des colonnes, des cases, dire ok, il faut faire ci, ça. L'intelligence artificielle. Et ça va du coup toujours plus vite. Il faut toujours être plus performant. Mais sauf que si tu n'as pas ce rapport-là concret, en fait, au moment tu es dans une perte de sens. Et peut-être encore plus, je pense, quand tu es dans nos métiers de l'environnement, parce que à la limite, si tu es dans la bourse, tu peux être tout le temps sur des courbes, ça fait du sens avec ce que tu vois d'important dans le monde. Mais si ton métier, c'est de vouloir accélérer la transition, si c'est de vouloir préserver les milieux et développer de manière consciente et constructive, si tu es déconnecté de ce rapport-là et si tu es trop pris dans le système, on va dire, virtuel, machin, à un moment donné, ça devient difficile de porter le... Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans. Je pense que ce qui peut être intéressant de faire et pertinent, c'est que les gens se rappellent. Comme tu dis, on est beaucoup dans la déconnexion. On ne sait plus que, par exemple, les fruits qu'on mange, comment ils ont été produits, c'est parce qu'il y a une petite abeille, vraisemblablement, ou une chauve-souris, un guimbaud, qui a été se frotter dans une fleur et qui a permis à la fleur de faire sa reproduction et de donner un fruit que tu as la chance de manger, toi. Se rappeler que... En fait, si on peut se rappeler ou penser quelques secondes à qu'est-ce que la nature, qui est très bien faite, nous apporte et nous offre, pas en termes de forcément économiquement, parce que oui, il y a des choses, mais en termes de bien-être, en termes de le climat, en termes de aujourd'hui, en ce moment, il fait hyper chaud. Où est-ce qu'il fait moins chaud? C'est sous des arbres. Les vêtements qu'on porte, oui, c'est du coton, ça a été fait à partir de soit un verre à soie, ou soit, de la soie, ou une plante. Remettre du lien entre les choses qu'on a, qu'on boit, qu'on consomme, comment elles sont fabriquées, quelles sont toutes les étapes de fabrication. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie le pouvoir qu'on a en tant que consommateur. On a parlé tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure des décideurs. Enfin, on n'en a pas parlé. Ce serait bien qu'on en parle. En tant que consommateur, on a un pouvoir incroyable. C'est-à-dire, on a le pouvoir d'infléchir ou de changer la donne, de changer les choses. Parce que si on décide de « je veux consommer un produit uniquement qui est fait de telle manière », c'est nous qui jouons sur les systèmes économiques. C'est nous qui jouons sur, la bourse, sur les décideurs, etc. Le porte-monnaie, d'une certaine manière, c'est nous. Donc, si avant d'acheter quelque chose, tu te demandes, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et ça, comment c'est fabriqué? Est-ce que c'est un gamin dans un pays qu'on exploite, qui est en train de le fabriquer, qui risque sa vie?
Est-ce que ça a fait des milliers de kilomètres? Quelle est la chaîne de production? Ou est-ce que je préfère faire ça? Ou est-ce que je préfère aller cueillir un fruit dans le jardin de ma mamie? Ou peut-être le mien. Ouais, se poser la question, prendre un temps de recul juste avant de passer à l'action. Et faire les choix qui permettraient peut-être d'avoir le moins d'intermédiaires et le moins de personnes qui ont à un moment donné souffert ou pas, ou de produits chimiques qui ont été utilisés ou pas. En fait. La question après qui revient tout le temps derrière ça, c'est ouais, mais ça coûte cher. Tu sais, te dire, bah oui, ça dépend. Ça demande peut-être une réflexion ou une planification, une organisation que de réfléchir à combien de temps ça prend une graine pour donner un arbre, un fruit, etc. C'est sûr que c'est peut-être plus rapide d'aller dans un magasin, ouvrir le truc. Peut-être que si on savait, par exemple, la viande qu'on mange, alors je dis pas que je suis végétarienne, mais peut-être que si on savait, si nous-mêmes on devait tuer et mettre à mort un animal pour le manger, peut-être qu'on mangerait moins de viande. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, il y a du boulot. Mais voilà, j'aimerais bien que tout le monde... Regardez le film Don't Look Up, ce serait bien déjà, pour commencer. Enfin, pour continuer ou commencer. Et... C'est intéressant parce que là, justement, Don't Look Up, ça parle justement du déni. De tous les gens qui ne veulent pas regarder les choses en face. Tu vois ça comment, toi? Ici, c'est quoi ta perception, justement, en ayant voyagé comme ça? Tu rencontres là maintenant. Alors, tu as forcément une vision un peu biaisée parce que toi, tu vas attirer des gens qui sont dans cette mouvance, mais tu as une vie en même temps de tous les jours. C'est quoi ta perception des Guadeloupéens sur ce rapport à ce qui se passe au niveau environnemental? Je suis contente de savoir qu'il y en a de plus en plus qui s'intéressent à, comme je te disais, le retour à la terre, ce genre de choses. Mais il ne faut pas que ce soit des petits trucs fugaces, etc. Et je pense qu'à l'échelle de tout un territoire, il faut vraiment qu'on prenne des décisions pour aller tous dans le même sens, tu vois. Et un truc qui m'exaspère, je ne parle pas forcément des Guadeloupéens, mais d'ordre général, ce soit les décideurs ou même au niveau du gouvernement, ça me révolte de savoir que ces gens-là sont encore gouvernés ou par l'argent. Et ceux qui ont l'argent, ce sont les gros pollueurs, ce sont les gros... et on nous fait croire en France qu'on signe des accords pour faire attention, pour polluer moins, accords de Paris, etc. Mais au final, on se rend compte que même les présidents, etc., sont tenus par la grappe par des gens qui ont plein de fric. Et les gens qui ont plein de fric, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas un sens aigu de la préservation de l'environnement et encore une fois, qui pensent au profit, aux dépens de la nature, aux dépens d'êtres humains qui peuvent dépendre de cette nature et qui se permettent de faire tout et n'importe quoi parce que y a des milliards en jeu, parce que le pétrole, c'est voilà, parce que, tu vois. Mais on est quand même c'est vrai qu'on l'observe, il y a des gros lobbies pharmaceutiques, pétroliers, etc., etc., et ça date pas d'hier. C'est vrai que ça peut être exaspérant de voir des fausses annonces. On y croit, puis finalement, il ne se passe rien, ou c'est une mascarade un petit peu. Mais il y a quand même quelque chose de concret qui est en train de se passer, c'est que... Pas assez vite. Pas assez vite, mais j'ai l'impression que c'est comme la vague est en train de se former, justement, quand même assez rapidement, et qu'il y a des choix concrets qui se font maintenant, notamment par rapport à l'explosion des prix du pétrole, aux risques qu'on voit qu'il peut y avoir, surtout sur nos îles, sur les acheminements. De plus en plus, j'entends parler de « Ah ouais, et si les bateaux n'arrivent plus ?» Mais c'est parce qu'on se pose la question, il y a eu le Covid, il y a la guerre en Ukraine. Il y a eu le temps serein. Ouais. C'est drôle que l'humain ne réagisse que quand face à la contrainte et l'adversité, tu vois. Alors que si on anticipe, le jour où tout le monde va galérer, on sera prêt. Ouais, c'est vrai. Mais je pense il y a un côté de nous qui est comme ça, tu sais, fondamentalement, que si on te met
sais, c'est comme, je sais pas si tu donnes du miel à n'importe quel... tu mets du sucre pour les sucriers, ils vont venir, ils vont manger tout dans le sucre là, ils vont abandonner les fruits. Et nous, on a un côté pareil. Tu nous donnes la facilité d'acheter des barquettes de poulet à 2,50 € sans que tu aies à aller, comme tu dis, éplumer ton poulet, le tuer, le vider, machin. Ouais, tu vas finir par y aller, tu vois. Et pour sortir de ça, je pense que la seule façon, c'est justement de te reprendre le vrai plaisir, te dire waouh, c'est quoi vraiment de remettre mes pieds sur terre et de sentir. Et je pense que le Covid a été bon pour ça. En tout cas, je sais que personnellement, j'ai réalisé, en fait, je me suis dit, ok, alors, moi je suis pas dans la bourse ou quoi, mais j'entendais les cours de la bourse s'effondrent. Et moi, je me disais, ok, donc là, on est vraiment dans ce moment où tout va s'effondrer. Tu vois, je me suis dit ça à un moment donné. Et je regardais derrière chez moi. Il y avait un arbre à pain, j'avais des bananiers, des Christophines, plein de trucs que j'avais plantés. Et je me disais, mais ça m'a pas trahi, ça. C'est là. Parce que tu sais, tu peux mettre... Il y a des gens qui ont perdu des millions, qui ont bossé toute leur vie, qui ont investi dans des trucs, ça s'est effondré du jour au lendemain. Et ça peut se reproduire demain. Mais la terre, elle reste là, quoi. Après... je pense que c'est intéressant aussi d'investir dans tout ce qui est énergie renouvelable. Ici, on a de la géothermie. Le docteur Henri-Joseph nous disait l'autre jour qu'ils sont en train de négocier pour faire venir du bois, d'arbres du Canada, alors qu'il y a déjà de la déforestation pour faire tourner, je ne sais plus quoi, en énergie renouvelable, en panneaux solaires. Et la géothermie, on l'a toute l'année. Et enfin voilà, reprenons possession aussi de ce qui est à nous. Ne laissons pas de telles richesses partir aux mains peut-être d'autres investisseurs ou d'autres, je dirais, d'investisseurs américains ou européens ou peu importe. Et par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, on a tendance à tomber dans la facilité. Je sais plus, il y a une expression, je connais pas exactement, mais qui dit donnez-leur du jeu, donnez-leur des amusements. Et puis voilà, ça nécessite une certaine force d'esprit pour prendre du recul et voir qu'on se fait manipuler ou qu'on nous endort avec diverses choses. Complètement, mais ouais, vas-y, excuse-moi. Je ne sais pas si on peut dire que ce sont les dommages collatéraux au final d'une forme de la colonisation. Ouais, du développement. Mais justement, tu sais, là-dessus, il y a un truc qui me fascine ici. C'est qu'il y a cette force, justement, et il y a cette vision d'un peuple qui a été à un moment donné colonisé, mais qui, justement, voit ces choses-là de manière peut-être plus facile qu'ailleurs, où il se passe finalement la même chose au niveau de la mondialisation. Ici, il y a ce côté-là, Yopeke Kuyonenu, là, tu sais. Non, mais tu sais. On a déjà assez dégusté, quoi. C'est ça. Alors, des fois, c'est utilisé à l'extrême. Je veux dire, il y a un juste milieu. Mais il y a quand même cette vision de se dire, attends, qu'est-ce qu'on nous propose là encore de nouveau, tu vois. Moi, j'ai la même chose côté en Haute-Savoie, dans les montagnes, les petits villages. Je fais un peu un cliché. Mais il y a quand même cet esprit de se dire, attends, c'est quoi le nouveau plan qui vient de Paris, là? C'est quoi le truc encore? Mais c'est ce qui se passe quand les décisions ne sont pas prises en local ou qu'on n'a pas connaissance vraiment du contexte. Même pour, tu sais, les aides européennes, etc., même pour l'agriculture, ce sont des schémas qui ne sont pas forcément adaptés à nos contraintes. Donc, on est toujours hors case, on est toujours hors schéma. Disons que ça prend du travail pour adapter, pour discuter. Mais il y a quand même... C'est en même temps, dans tout, en fait, c'est comme on a un jeu de cartes. Il est là, et qu'est-ce qu'on fait avec? Et je pense que justement, tout ce qui est aide européenne, etc., elles sont quand même là. Et il y en a beaucoup qui repartent. Et pour l'avoir expérimenté, en présentant bien les choses, tu peux finalement. Et ce qui aussi est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup d'instances qui sont là pour distribuer de l'argent, qui sont frustrées de ne pas pouvoir le distribuer,
parce qu'en face, il n'y a pas assez de dossiers qui se sont montés. Et quand toi, finalement, tu t'es décarcassé à te dire, OK, bah, il y a telle case. Bon, nous, on n'est pas exactement dans cette case, mais est-ce qu'on pourrait dire que, de par ça, on répond quand même à tel critère? Et finalement, ils se disent, mais super, on va pouvoir justifier du fait qu'on a de l'argent à dépenser et qu'on le met dans des choses. Donc, parfois, il y a aussi des gens qui proposent des dossiers, mais l'administration qui ne suit pas, ou aussi. des dossiers qui se perdent, des gens incompétents, et il y a ça. Il y a aussi ça. Ouais, il y a aussi ça. Je pense à des choses en particulier, mais voilà. Ouais, faut jongler avec tous ces éléments-là, c'est sûr. Le système. Ouais. Mais une force qu'il y a ici aussi, c'est qu'il n'est pas si loin le temps, là. Tu parlais des temps sereins, mais il n'est pas si loin de nous le temps où les gens étaient autonomes ici. Et si tu veux, quand tu regardes, même tu parles avec des anciens là, qui ont 70, quoi, ils se rappellent de quand ils étaient gamins. La mare, elle servait aussi pour l'eau de la maison. On pouvait même la boire. Là, aujourd'hui, il ne faut pas faire ça. Non. Ils prenaient un coulis avec tu sais, au milieu de la mare. Et il y avait beaucoup de maisons qui avaient déjà des citernes. Exactement. Des maisons en dur, là, qui avaient des citernes sous la maison. Exactement. Et maintenant, on n'a pas d'eau dans les robinets. Et les gens n'ont plus de citernes. Et du coup, sont obligés d'acheter des citernes en plastique. Enfin, tu vois, En fait, on a voulu aller tellement vite dans la mondialisation, d'en changer nos pratiques, d'en faire comme partout sur la planète. Et on a oublié des choses basiques. Comment subvenir à nos besoins essentiels, manger, boire, dormir, boire de l'eau claire, etc. Et encore une fois, le fait d'avoir une citerne, ça me semble une chose essentielle. Tu vois, dans quelques années, je pense qu'on sera pas loin. On est déjà presque, mais la guerre de l'eau, on n'en est pas loin. Donc, ça pourrait être intéressant aussi que tout le monde trouve des moyens pour subvenir à ses besoins de base à leur propre échelle. Complètement. Il pleut énormément ici, il y a énormément de rivières. Enfin, il faut trouver des solutions pour... c'est complètement inadmissible de ne pas avoir d'eau dans son robinet ou d'avoir une eau qui est polluée. Enfin, il y a beaucoup de problèmes ici. Hein. Mais on est vaillant. Mais il ne faut pas qu'on soit couillon. Enfin, ouais. Est-ce que justement, dans tout ça, finalement, la solution, c'est pas ça, c'est de se dire, à l'échelle du foyer, comment être déjà autonome, avant de parler d'indépendance politique, etc., qui est forcément compliqué et pas partagé par tous. Se dire déjà concrètement comment est-ce qu'on peut être autonome en cas de problème ou quoi. Oui, à l'échelle de... Ça commence par l'échelle de son palier de maison, chez soi, mais aussi de son voisinage. Tu sais, la résilience d'un territoire ou même d'un quartier, c'est aussi, encore une fois, l'interconnexion entre les gens. Et le jour où tu as un cyclone qui s'abat sur toi, les premières personnes que tu vas aller voir, c'est tes voisins. Donc, entretiens aussi les relations que tu as avec les gens, partage. Si tu as trop de mangue, si tu as trop d'avocats, va en donner à tes voisins. Et puis, peut-être qu'il te donnera des œufs d'une poule. Tout seul, on ne peut pas y arriver. Puis l'idée, c'est pas non plus d'aller vivre dans une grotte, un bunker. Ouais, comme les Américains. Voilà. Mais si chacun fait une petite part, un petit truc, et on s'organise, voilà. Mais ça nécessite d'aller au-delà de juste rester chez soi, tout seul, avec son confort, son téléphone. Ouais. Et alors, là, concrètement, toi, du coup, tu mènes ces ateliers avec Résilience. Tu mènes aussi des actions de conseil avec Faire ma part. Faire ma part consulting. Donc ça, c'est ma boîte que j'ai créée il y a 1 an et demi. Ouais. Et qui a plusieurs missions. Enfin, je propose plusieurs services. Donc, tout ce qui est expertise, permaculture, écologie. Donc, je peux accompagner des porteurs de projets sur des thématiques environnementales, même des entreprises aussi qui voudraient faire de la RSE ou des ateliers, team building, ou mettre en place des jardins. On peut proposer ça en lien avec la permaculture. Et également pas mal de formations, de conférences, d'animations, que ce soit pour les grands, pour les petits. Et enfin, l'accompagnement à la mise en place de jardins écologiques chez les particuliers ou les entreprises.
en utilisant peut-être des techniques de jardin créole, de permaculture ou d'agroforesterie, voilà, à la carte. C'est bien. Il y a des entreprises qui jouent le jeu? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Ah ouais? J'aimerais bien. Nous, on a un balcon, on pourra essayer. Ah ben, on peut commencer avec toi. Ah ouais? Avec Ok, plaisir. moi je suis on. Surtout Cool. qu'on fait avec l'entreprise, on fait tu sais, des vendredis après-midi tous les trimestres, on fait des sorties. Je me suis dit, Ok. mais Bah, faudrait venez nous qu'on- voir. Ouais, c'est ça, faut qu'on commence à faire des choses. Mhm. Et puis, tu vois, c'est pas non plus... c'est pas ce qui est exceptionnel avec la permaculture, c'est que ça va vraiment s'adapter au contexte de la personne Mhm. et aussi à son espace. Donc, tu peux très bien faire de la permaculture sur un balcon, avec un tout petit espace, comme aussi l'appliquer sur plusieurs hectares, par exemple. Tu vois? Mhm. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est à petite échelle, mais pas forcément, en fait. Et comme la permaculture, je disais, c'est basé sur beaucoup l'observation, c'est toute une méthodologie qui, en permettant d'analyser, toi, tes besoins, ta vision, le temps que tu as, même le financier, et en le mettant en parallèle avec ton terrain, avec le climat, avec le soleil, le vent, comment l'eau circule, coule, rentre et sort de ton terrain, les limites de ton terrain. Enfin voilà, il y a beaucoup de paramètres qu'on va analyser pour rendre ton lieu, ton espace le plus autonome possible, Ouais. où tu dépenses le moins d'énergie possible, tu vois. Quand on observe bien le vivant et qu'on voit comment déjà il fonctionne sans intervention de l'homme, avec la permaculture, on optimise certains petits points. On interconnecte le plus les items qu'on va installer pour que les produits d'un item soient les ressources de l'autre. Ouais. Et comme ça, on fonctionne de façon circulaire et de façon énergétiquement optimisée. C'est passionnant parce qu'à chaque fois, c'est différent. Ah oui, C'est pas chaque projet est unique en fait. Ouais. C'est pas, je peux pas faire un projet clé en main. Si on m'appelle, on me dit non. Ouais, Il faut c'est pas du qu'il y ait, copier-coller. voilà, faut vraiment qu'il y ait un diagnostic en amont et Un dialogue avec Voilà. les besoins, la fonctionnement exactement de la personne. les différentes personnes qui vont intervenir aussi sur le projet. Ouais. Savoir quels sont les objectifs. Ouais. Si quelqu'un me dit je veux être autosuffisant, c'est pas suffisant pour moi. Moi, il faut que l'objectif soit spécifique, mesurable, Ouais. accepté de tous et réaliste et temporel, smart. Bon. D'accord, ok. Ça permet après d'évaluer est-ce que d'ici 2 ans, on a réussi à atteindre 50% d'autonomie sur tel ou tel fruit ou légume. Enfin, voilà. Ah ouais, d'accord, tu suis ça après. Et tu as étudié ça à la Barbade, hein? Ah oui, j'étais au Caribbean Permaculture Research Institute. Ouais. Là-bas, justement, ils font des formations en permaculture, en syntropie. Et en fait, ils bossent sur un projet d'étude qui est une grosse carrière de sable qu'ils ont totalement régénérée. Donc, en gros, ils ont créé une forêt avec des gros espaces d'eau, des plans d'eau et ils régénèrent des espaces qu'on penserait totalement vides, infertiles. Ouais. Ils les retransforment en jardin d'Éden et oasis, c'est ce que tu veux, quoi. Donc, ça, c'est intéressant. peu importe la taille du projet, tu peux faire des choses intéressantes. Ouais. En perma. Ouais, ok, super. Écoute, on pourrait parler encore, je pense, des heures. Ouais, carrément. On aura sans doute d'autres occasions, mais dans le cadre du podcast, on va devoir arriver à la fin. Petite question, si la Guadeloupe, pour toi, était un arbre ou une plante? Oh, waouh. Ah, la question. Quelle serait cette plante? Voilà. C'est dur. Mais tiens, j'ai envie de dire un pois. Un pois, la légumineuse. J'ai envie de dire n'importe quelle légumineuse, n'importe quel pois. Parce que ce que je trouve intéressant chez les pois, c'est que ça pousse vite, ça produit beaucoup de biomasse qu'on peut réutiliser après, remettre au sol pour régénérer le sol. C'est un engrais naturel pour les autres. Donc en fait, avec les richesses naturelles qu'on a en Guadeloupe, on a la capacité de faire mieux, de nourrir la population. En plus, ça produit énormément de protéines végétales. Et ça permet, ce que je trouve intéressant avec le pois, comme je te dis, c'est que tu peux nourrir l'homme, tu peux régénérer la nature et les écosystèmes, et ça produit beaucoup de choses positives autour.
Ah Voilà. ouais, ben Donc, ça reprend exactement ce que tu disais, de ouais, l'avantage. total impro, mais j'aime bien cette Parfait, idée. le poids. Mais je m'y attendais pas, tu vois. Ben C'est oui, je bien. pensais à un arbre. Les arbres, c'est sympa, mais les arbres, ça peut prendre 5, 10, 100 avant de produire. Ouais. Et on a la capacité de Ouais. réagir vite pour peu qu'on s'organise et qu'on le veuille. Tu Mais d'ailleurs, les poids Bokusu, Bon Mhm. Secours, ils ont vois. Pas été. beaucoup chaud. Mais parce qu'en fait, j'ai appris que c'était pendant une période où les bateaux n'arrivaient plus, justement, où ils ont développé ces poids à fond parce que ça allait vite, ça faisait de la protéine et exactement Ça ça. peut être le symbole aussi d'une alimentation qui peut être végétarienne ou qui peut être bonne pour le corps, la santé, qui pousse vite, comme je t'ai dit, et qui fait du bien. Si on sème ces bonnes pratiques, Ouais. toutes ces pratiques, jardin créole, perma et tout, qu'on s'y met tous, je pense que on peut être là, enfin, on peut être extraordinaire. Et on peut même être, j'ai envie de te dire, un modèle de résilience, que ce soit pour la Caraïbe et ailleurs, parce que le fait d'être un archipel et que les problématiques soient exacerbées, autant sociales, économiques, que quand on inclut les risques naturels, on peut vraiment être un modèle de résilience pour la planète. Ok, donc, il ne tient qu'à nous de commencer et de travailler ensemble, quoi. Waouh, super beau message. Ouais. Super beau message de fin. Bah, Fiona, merci beaucoup d'être venue Merci pour l'invitation. dans l'émission. Bonne chance avec tous tes projets. On te Merci. souhaite du succès. On essaiera de venir sur ton... Avec plaisir. Mais je viendrai sur ton site. balcon aussi. t'inquiète. Ouais, on va aller voir ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être averti des prochains épisodes. Mettez-nous vos commentaires, mettez-nous des likes et tout ce que vous pouvez. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Le podcast. Bye. Régénération Caraïbe, le podcast.